Bonjour, dans cette courte vidéo, nous allons couvrir la section 2A des notes de cours, donc vecteurs et tenseurs sur un espace courbe. Le chapitre 2 porte sur la géométrie riemannienne, c'est un prérequis obligé pour faire de la relativité générale, donc il est de nature très mathématique, beaucoup moins physique. Même si on doit considérer dans la relativité générale des espaces-temps courbes, on peut toujours se figurer ce chapitre comme portant sur un espace courbe, disons, ordinaire, qui n'est pas nécessairement un espace-temps. Les mathématiques sont exactement les mêmes dans les deux cas. Donc, commençons par la section 1. Le premier point d'importance est qu'un espace courbe, et on peut se figurer comme exemple pour fixer les idées, par exemple, la surface d'une sphère, un espace courbe n'est pas un espace vectoriel. Donc, les points qui forment l'espace lui-même ne sont pas assimilables à des vecteurs. Donc, on peut faire ici donc le parallèle entre un espace linéaire, donc une droite, pour prendre un exemple à une dimension, et un cercle. Une droite peut être paramétrée par une coordonnée, on peut définir une origine, et on pourrait associer à chacun des points de la droite, comme celui-ci ou celui-là, un vecteur position, qu'on appelle R ou R'. Et ces vecteurs peuvent être additionnés, c'est-à-dire que si je prends la somme de ces vecteurs, j'ai encore un autre vecteur qui correspond à un autre point sur le même espace. Alors V, ce sera le nom générique ou le symbole générique pour désigner l'espace en question. Donc ça, c'est symptomatique d'un espace plat où la notion de vecteur position existe. Mais en général, pour un espace courbe, la notion de vecteur position, n'existe pas. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple du cercle, je pourrais me figurer une origine qui est sur le cercle. Je pourrais définir deux autres points sur le cercle. Je pourrais même essayer de définir des vecteurs qui appartiennent au plan et non pas au cercle, et qui vont directement de l'origine vers les deux points que j'ai considérés, sauf qu'en ajoutant ces deux vecteurs, en les additionnant, je me retrouve avec un autre vecteur qui serait à peu près comme ceci, et qui n'appartient pas à l'espace, n'appartient pas au cercle. Donc, au fond, non seulement ces vecteurs que je pourrais définir n'appartiennent pas à l'espace lui-même, mais leur somme ne définit pas un point qui appartient à l'espace. En fait, la notion est tout à fait inutile ici. Donc, il n'y a pas de vecteur position dans un espace courbe. Par contre, on peut définir un espace vectoriel en chaque point d'un espace courbe en considérant ce qu'on appelle l'espace tangent ou le plan tangent, si on peut se le figurer comme ça. Donc, la manière de le visualiser est de considérer, par exemple, le cercle ici, un point sur le cercle, et on considère la droite qui est tangente au cercle en ce point-là. Et bien sûr, si on s'aventure pas très loin du point sur lequel la droite est tangente, on peut toujours se figurer que les points à proximité ici sont de manière approximative représentés par des points qui sont sur la droite tangente. Donc, c'est dans un certain sens approximatif que c'est vrai, mais on peut mettre plus de rigueur là-dedans. Donc, pour mettre plus de rigueur là-dedans, il y a plusieurs façons d'y arriver. C'est un sujet mathématique assez important qu'on appelle la géométrie différentielle, donc la géométrie des espaces courbes. Et on pourrait définir les propriétés de ces espaces courbes sans faire aucune référence à un espace plus grand dans lequel l'espace courbe est plongé, en quelque sorte. C'est possible de le faire, mais ce serait un peu moins facile. Donc, on va adopter dans ce cours le point de vue inverse. On va supposer que tout espace courbe peut être vu comme étant un sous-espace, si vous voulez, un sous-ensemble d'un espace plus grand, de dimension plus grande, qui, lui, est plat. Un espace qu'on peut décrire facilement par des coordonnées cartésiennes. Donc, le fait d'inclure ou de considérer un espace courbe de dimension petit d, qu'on va désigner par V, indice petit d, comme étant inclus dans un espace de dimension plus grande, qu'on va appeler l'espace haute, d'accord?
l'espace haute, comme ceci, de dimension plus grande, ben, le fait qu'on puisse toujours faire ça, sans préjudice, ça s'appelle le théorème du plongement, et c'est dû à cette personne-ci, dont John Forbes Nash, qui est un prix Nobel d'économie, donc on pourrait penser ce qui se rapproche le plus d'un prix Nobel de mathématiques, avec la médaille Fields, et qui est aussi très connu pour avoir souffert longtemps d'une maladie mentale, la schizophrénie, et ça a fait l'objet d'un film, enfin d'un roman ou d'une biographie, je devrais dire, et plus tard d'un film qui date des années 1990, qui s'appelle The Beautiful Mind. Si vous avez l'occasion de le visionner, n'hésitez pas, c'est assez intéressant. Mais c'est à cette personne que l'on doit ce théorème du plongement, qui dit qu'on peut, sans dommage, supposer que tout espace courbe peut être décrit à partir d'un espace de dimension plus grande, qui, lui, est plat, et décrit par des coordonnées cartésiennes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va supposer qu'on a pour cet espace courbe des coordonnées qu'on va appeler essentiellement xi, comme on l'a fait déjà, mais que, vu de l'espace haute, les points de l'espace courbe correspondent à des vecteurs position que je vais écrire comme un x majuscule, donc qui est une fonction des différentes coordonnées qui sont utilisées sur cet espace courbe. Donc ça, c'est un point important. Il faut se visualiser un vecteur, si on veut, en dimension d majuscule, qui est paramétré par un ensemble petit d de coordonnées, où petit d, bien sûr, est strictement plus petit que grand D. Donc, par exemple, on pourrait utiliser une description de la sphère à l'aide des coordonnées polaires θ et φ, et donc j'aurais ici deux coordonnées, et donc les deux valeurs possibles de xi seraient θ et φ. Et j'aurais par contre un vecteur x majuscule qui serait un vecteur en trois dimensions et qui pointe, disons, à partir de l'origine cartésienne en trois dimensions vers les différents points de la sphère. Bon. L'espace tangent, donc, peut être muni d'une base. Alors, figurons-nous encore une fois ce cercle. On pourrait penser à une section de la sphère, si on veut. On peut s'imaginer donc qu'on a une origine des coordonnées. Ce n'est pas nécessaire, mais enfin. Et que la coordonnée xi, dans le cas du cercle, est simplement une coordonnée angulaire qui augmente de cette manière. En un point donné, on peut définir cet espace tangent, cette droite, et on pourrait définir un vecteur sur cet espace tangent qui serait un vecteur de base en quelque sorte, simplement en prenant la dérivée du vecteur de l'espace haute par rapport à la coordonnée. Alors, il s'agirait de prendre une dérivée de ce vecteur-là par rapport à l'angle, qui est la coordonnée que j'ai indiquée ici. Donc, en prenant cette dérivée, on obtient un vecteur comme ceci qui pointe dans cette direction. Donc, c'est de cette manière qu'on peut définir une base de vecteurs sur l'espace tangent. Ça se généralise bien sûr à un nombre de dimensions quelconque. Si on désire faire des changements de coordonnées, bien sûr, toujours possible, eh bien, ces changements de coordonnées vont mener à des changements dans les vecteurs de base qui sont définis sur l'espace tangent. Si vous me permettez, on peut faire un petit calcul ici. Alors, si on fait un changement de coordonnées, ça veut dire qu'on définit des nouvelles coordonnées, x', qui sont des fonctions des anciennes coordonnées. Donc, je pourrais l'écrire comme ça. Donc, chacune des d nouvelles coordonnées est une fonction des d anciennes coordonnées. Et on peut donc calculer cette quantité qui forme une matrice qu'on appelle la matrice de Jacobi ou la matrice jacobienne. Donc, c'est l'ensemble des dérivées partielles des nouvelles coordonnées par rapport aux anciennes coordonnées. Cette matrice est l'équivalent de ce qu'on avait avant dans un changement de base dans un espace vectoriel ou en relativité restreinte. C'est l'équivalent de la matrice lambda qui effectuait la transformation de Lorentz. Autrement dit, dans un espace purement cartésien, donc, le changement de base ou le changement de coordonnées, si on veut,
dans l'espace-temps se faisait de cette manière. Et donc, on voit bien que la dérivée de cette quantité par rapport à celle-ci, qui est proprement parlé ce rapport-ci, est donnée par la matrice lambda. Donc, cette matrice jacobienne est essentiellement la même chose, ou la généralisation de cette matrice qui servait à faire des changements de composantes des vecteurs. Bon. D'autre part, on considère aussi la matrice inverse, qui est ici. Donc, ces deux matrices sont l'inverse l'une de l'autre, puisque si on les multiplie, on obtient effectivement la matrice identité, on le voit ici. Donc, je multiplie ces deux matrices, c'est-à-dire que je prends l'indice de rangée de la première, qui est ici, l'indice de colonne de la première est le même que l'indice de la rangée de la deuxième matrice. C'est le même indice, je somme, c'est la convention de sommation encore une fois, et j'ai l'indice de colonne ici. Donc, effectivement, cette règle ici n'est rien d'autre que la règle d'enchaînement des dérivées. Autrement dit, c'est la dérivée de x'I par rapport à x'J. La dérivée de x'I par rapport à x'J, c'est 0 sauf quand I est égal à J, ou c'est 1. Donc, c'est le delta de Kronecker ici qui représente la matrice identité. Donc, autrement dit, en notation matricielle, ce qu'on vient d'écrire là pourrait s'écrire comme ceci. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est d'introduire une notation où j'ai des espèces de vecteurs, en guillemets, qui ne sont pas des vrais vecteurs, comme on vient de le dire, mais simplement une collection de coordonnées. Donc, la dérivée de x par rapport à x' et la dérivée de x' par rapport à x, ici, ont un sens matriciel, et donc les deux matrices sont l'inverse l'une de l'autre. Bon, alors, comment est-ce que le vecteur de base se transforme-t-il, le vecteur de base dans l'espace tangent, se transforme-t-il lorsqu'on fait un changement de coordonnées comme celui-ci? Eh bien, rappelons la définition originale qui est ici. Et si j'applique la règle d'enchaînement, donc je me retrouve avec cette relation-ci, où j'ai mis des dérivés par rapport à x' et des dérivés de x' ici par rapport à x. J'ai l'indice j qui est le même des deux côtés. Et on peut réécrire ça de la manière suivante. Donc, ce premier facteur, c'est la même chose que le lambda ij, ici. Et le deuxième facteur, c'est ça ici. C'est le nouveau vecteur de base, en appliquant la définition générale qui est ici. Donc, c'est le nouveau vecteur de base dans le nouveau système de coordonnées. Alors, bien sûr, il s'agit du même point, le point géométrique, si on veut, sur l'espace. Excusez-moi, dans l'espace n'a pas changé. Tout ce qui a changé, ce sont les vecteurs qui servent de base aux vecteurs qui vivent dans le plan tangent au point donné. Donc, plan tangent, espace tangent, ce sont des synonymes que nous allons constamment utiliser. Le tenseur métrique maintenant. Donc, le tenseur métrique nous donne, en principe, la distance entre deux points de l'espace qui sont infiniment rapprochés. On l'a plutôt défini comme étant le produit scalaire des vecteurs de base, et on voit ici que les deux notions sont identiques. Donc, si on prend deux points très rapprochés dans l'espace, bien la distance au carré entre ces deux points serait, du point de vue de l'espace haute, simplement le carré du vecteur différentiel. Donc, j'ai deux points, si je peux me permettre, je vais supposer que j'ai l'espace haute ici, où je peux même considérer une section d'un espace courbe comme ceci, voilà. Et je suppose que j'ai des vecteurs qui le décrivent à partir de l'espace haute, donc j'aurai un vecteur comme ceci, un autre comme ça. Okay, donc j'ai entre ces deux vecteurs un dx, que je pourrais considérer comme ça, un vecteur qui est presque tangent. Donc ce vecteur dx au carré me donne la distance approximative entre ce point-ci et ce point-là. Évidemment, tout doit être considéré comme un infinitésimal ici. Donc, en fonction des changements de coordonnées qui correspondent à cette différence entre les deux points, eh bien, ce vecteur dx et son produit scalaire par lui-même peut être écrit de cette manière. Alors, bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on a? Rien d'autre que les fameux vecteurs de base. Donc, les vecteurs EI et les vecteurs EJ.
dont le produit est donné par ça, et qui, précédemment, donc, on a appelé GIJ, le tenseur métrique. Donc, on peut réécrire cette expression ici comme ceci. Expression extrêmement fondamentale et importante. La différence ou l'élément de distance au carré est donné par le tenseur métrique qui multiplie les différentiels des coordonnées associées. Encore une fois, sur cet espace tangent, on peut définir des vecteurs quelconques qui ne sont pas nécessairement les vecteurs de base, bien sûr, et on peut traiter de leurs composantes covariantes et contravariantes comme on l'a fait auparavant. Donc, lorsqu'on fait un changement de coordonnées, eh bien, un vecteur qui est défini sur un espace tangent verrait ses composantes contravariantes se transformer de la manière suivante, donc avec la matrice lambda ij qu'on avait définie, alors que pour les composantes covariantes, le changement serait celui-ci, inverse. Donc, encore une fois, ici, j'ai la matrice lambda qui intervient ici et la matrice lambda moins 1, quoique dans l'avenir, on va essentiellement utiliser la notation jacobienne qui est ici, qui est un peu moins ambiguë, que d'utiliser lambda et lambda moins 1. Un exemple de vecteur naturellement covariant, c'est le gradient, encore une fois. Donc, si on se figure une fonction phi, donc une fonction scalaire, c'est-à-dire une fonction qui me donne un nombre associé à chaque point dans l'espace courbe, eh bien, je peux définir une dérivée, bien sûr, de cette fonction dans un système de coordonnées quelconque, et je vois que lorsque je fais un changement de coordonnées, changement de système de coordonnées, ce gradient change de la manière suivante. C'est-à-dire que donc, ça, c'est la définition. Ensuite, j'utilise la règle d'enchaînement, encore une fois. Okay, donc, dérivée par rapport à x, dérivée de x par rapport à x'. Et j'obtiens finalement, donc, ici, le gradient tel qu'il existe dans le système de coordonnées x et l'équivalent de la matrice lambda moins 1 ici. Donc, ça démontre que le quadri, pas le quadri, mais le gradient en général, est un vecteur covariant. Pour faire un exemple, maintenant, nous allons parler de la sphère unité qui est plongée dans l'espace à 3 dimensions. Donc, on parle ici d'une sphère centrée à l'origine qui a un rayon R égal à 1. Et donc, appliquons les idées qu'on vient d'exposer. Le vecteur X, un vecteur à 3 composantes, serait formé des composantes cartésiennes des points sur la sphère. Et là, je vais utiliser les coordonnées polaires. Donc, j'aurai ici la coordonnée X, la coordonnée Y et la coordonnée Z, ici, qui sont exprimées en fonction des coordonnées polaires. Donc, c'est comme si j'avais, si vous voulez, la première coordonnée ici, ce serait θ, et la deuxième coordonnée, ce serait phi. Je peux voir comme ça. Les vecteurs de base, donc définis sur le plan tangent, seraient donnés par les dérivés qui sont là. Donc, c'est juste une question de dérivés, si vous voulez. Donc, les vecteurs E1, E2, en tant que vecteurs, sont des vecteurs définis en 3 dimensions, donc dans l'espace hôte, dont les composantes sont les suivantes. Ça ici, et E2. Le tenseur métrique est simplement donné par le produit scalaire de ces vecteurs-là, donc je peux facilement le calculer. Je me rends compte sans problème donc que j'obtiens la matrice qui est ici, c'est-à-dire que par exemple E1 est un vecteur unitaire, E2 est un vecteur non unitaire. On voit tout de suite qu'en prenant la somme des carrés des composantes, j'obtiens sinus carré de θ. Et les deux vecteurs qui sont là sont des vecteurs orthogonaux. Donc, en fait, ce sont des vecteurs qui, géométriquement, sont dirigés dans la direction où la coordonnée augmente le plus. Donc, le vecteur E1 est dirigé en quelque sorte vers le sud constamment, parce que c'est une dérivée par rapport à θ. θ est égal à 0 au pôle nord et il croît quand on se dirige vers le sud. Le vecteur E2, lui, serait constamment dirigé vers l'est, puisque la coordonnée phi augmente vers l'est, mais le vecteur E2 n'est pas unitaire. L'élément de distance, donc sur la sphère, serait donné par cette relation ici. C'est simple à comprendre, plus θ est petit, moins la distance couverte en faisant une variation de phi
est grande, et en réalité, quand on tend vers le pôle nord, la coordonnée phi n'a plus tellement de sens, de sorte que la distance ou l'élément de distance devient nul au pôle nord en fonction d'une augmentation de la longitude, autrement dit de phi. En passant, phi n'est pas vraiment la... Oui, c'est une longitude, en quelque sorte. Comme θ n'est pas exactement la latitude, puisque θ est mesuré à partir du pôle nord, mais phi est à proprement parler une longitude. OK, donc, autre conséquence de cela, bien sûr, le déterminant du tenseur métrique. Donc, vu que ceci est le tenseur métrique, le déterminant du tenseur métrique est égal à sinus carré θ. Sa racine carrée est donc de sinus θ, et donc la mesure d'intégration invariante qu'on doit utiliser sur la sphère est bien donnée par cette expression. Donc, le radical G est donné par ça ici, okay. Qui est toujours positif quand θ va de 0 à pi de toute manière. Donc, on n'a pas besoin de la valeur absolue. Bon, les coordonnées polaires sont un exemple de coordonnées. On pourrait utiliser une infinité d'autres systèmes de coordonnées. On va brièvement parler ici des coordonnées stéréographiques, qui sont un ensemble alternatif de coordonnées sur la sphère. Donc, ils sont définis de la manière suivante. Donc, imaginez-vous un plan horizontal, donc le plan XY en fait, qui coupe la sphère en son milieu. Donc, c'est figuré ici par la ligne pointillée. D'accord? Donc, imaginez ensuite partir du pôle nord et aller vers un point de la sphère, point P, en suivant un segment, le segment qui est ici. Donc, ce segment va intersecter le plan XY à un endroit donné que j'appelle le point I ici. Et les coordonnées stéréographiques sont simplement les coordonnées de ce point I sur le plan XY. Donc, on peut paramétrer un point sur la sphère simplement en donnant les coordonnées du point I sur le plan XY. Donc, X et Y sont les coordonnées stéréographiques dans ce cas-là. Donc, la question, c'est comment peut-on faire la relation entre les deux? C'est un changement de coordonnées, donc j'aurais besoin de pouvoir écrire une relation mathématique entre θ phi d'un côté, les coordonnées polaires, et les coordonnées stéréographiques qui sont sur le plan XY, donc appelons-les X et Y. Comment faire cette relation-là? Bien, la relation, on la fera pas, bon, on peut la faire directement, elle est assez simple, parce que c'est clair, premièrement, que l'angle phi n'est pas affecté, c'est-à-dire que l'angle phi sur le plan XY va être le même que la coordonnée phi sur la sphère. Donc, on peut déjà dire qu'on aurait, bien sûr, x est égal à r fois cosinus phi, et y serait égal à r sinus phi. Il suffit de trouver r maintenant, r qui est indiqué ici, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas très difficile de montrer que cette valeur de r est donnée par cette expression en fonction de θ. Donc, une relation non linéaire entre r et θ. C'est ce qui est démontré dans le détail ici. Donc, je n'irai pas dans le détail parce que ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez voir ça vous-même. Mais à la fin, donc, on obtient cette relation qu'on peut écrire différemment, mais donc entre θ et r. De sorte qu'on pourrait écrire les coordonnées cartésiennes des points de la sphère en fonction de phi et de r de cette manière, si on voulait. Ou si on veut l'écrire en fonction de x et de y, on peut simplement l'écrire comme ceci. Donc c'est une paramétrisation différente des différents points de la sphère en fonction de deux coordonnées sur le plan. Je donne enfin ici un exemple tiré de Wikipédia qui m'indique comment un grillage uniforme sur le plan XY, donc sur le plan des coordonnées, est associé à des courbes sur la sphère. Et on voit bien sûr que donc, ce qu'il faut remarquer quand on fait cet exercice de coordonnées stéréographiques, c'est que plus on se rapproche du pôle nord, plus l'intersection est éloignée sur le plan XY, nécessairement.
Donc, les points très éloignés sur le plan XY correspondent à ce qui se rapproche du pôle Nord. Tous les points qui sont dans l'hémisphère nord de la sphère correspondent en fait à des points qui sont à l'extérieur du cercle unité sur le plan XY, du point de vue des coordonnées stéréographiques. Et tous les points qui sont dans l'hémisphère sud, ici, correspondraient à des points comme celui-ci qui sont à l'intérieur du cercle unité sur le plan XY. Et bien sûr, l'équateur de la sphère correspond à ce cercle unité. Et le pôle nord de la sphère correspond à tous les points qui sont à l'infini sur le plan stéréographique. Donc, lorsqu'on fait un changement lorsqu'on s'intéresse à la façon dont un grillage uniforme ou une grille uniforme sur le plan XY se transforme sur la sphère, on voit que plus on se rapproche du pôle nord, plus le grillage ou les courbes deviennent rapprochées. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas indiquées ici. De manière alternative, on pourrait considérer non pas une grille uniforme, mais une grille polaire sur le plan XY, qui, elle, correspondrait à ceci sur la sphère. Encore une fois, plus on s'éloigne vers l'infini, plus les différentes courbes sont rapprochées. Voilà, merci.